Vous allez pouvoir assister dans quelques instants à une masterclass exceptionnelle avec Ti West. Et pour animer cette masterclass, je vais vous demander d'accueillir à mes côtés le journaliste et critique de cinéma au sein de Technicar. Mesdames et messieurs, merci de l'applaudir. Marc Godin. Et merci également d'accueillir Ti West. Sûrement tous Ti West, vous avez peut-être vu les 3 films hier. Pour le présenter, je vais juste citer un metteur en scène que vous connaissez peut-être un petit peu, qui a eu des propos plus qu'élogieux sur Ti West. Il a dit, je cite, « Les films de Ti West ont cette sorte d'énergie qui est si rare de nos jours, propulsée par un amour pur du cinéma. Vous pouvez le sentir à chaque plan. J'ai été fasciné, puis perturbé, et puis troublé au point que j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. » La personne qui a dit ça, c'est Martin Scorsese. Je sais que Ti a rencontré Martin Scorsese, qu'un de ses films, The Innkeeper, Martin Scorsese adore. Est-ce qu'il pourrait nous parler de ce qui s'est passé avec cette citation de Scorsese, et de sa rencontre avec Scorsese? J'avais entendu parler du fait que Martin Scorsese avait apprécié le film The Innkeepers et j'y croyais pas trop, à vrai dire, hein, pour être tout à fait sincère. Mais donc voilà, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque. Et les comédiens et comédiennes de The Innkeepers ont passé des auditions avec Martin Scorsese. Il leur a à ce moment-là répété encore une fois qu'il avait vraiment aimé ce film. Donc je me suis dit à ce moment-là, bah, peut-être qu'en fait il y a un fond de vérité dans ça, peut-être qu'il aime vraiment ce que j'ai fait. Et puis voilà, je me suis rendu compte que c'était vrai, c'est assez incroyable. Et puis un jour, il y a eu le film X qui est sorti, et encore une fois, de la même manière, il a dit qu'il avait beaucoup apprécié ce film. En tout cas, c'est A24, la maison de production, qui m'a fait savoir ça. Donc moi, j'ai fait ensuite, comme vous le savez, le film Pearl. Je l'ai envoyé à Martin Scorsese, et il a également apprécié à tel point qu'il a contacté Ti pour lui dire écoute, la prochaine fois que tu viens à New York, fais-le-moi savoir, viens me voir. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qu'il nous dit. C'est absolument incroyable, comme vous pouvez tous l'imaginer, quand on va à New York et qu'on va chez Martin Scorsese et que lui nous parle de nos propres films. C'est quelque chose qui est complètement dingue, et voilà, ça a été le point de départ de tout ce qui s'est passé entre moi et Martin Scorsese. Le point de départ, j'aimerais avoir quelques petites choses sur son enfance. Ti a 40 ans, il vient du Delaware, et je pense d'un milieu ou d'une famille où personne n'était dans le cinéma. Et je pense qu'il a fait son éducation dans les vidéostores. J'aimerais bien qu'il parle de ça. C'est vrai que dans mon adolescence, il n'y avait pas vraiment de cours, de personnes de structures vers lesquelles j'aurais pu me tourner pour apprendre à faire des films, pour apprendre à parler, à faire des films. Mon éducation, c'est une éducation, comme beaucoup d'autres personnes, nous dit-il, qui s'est fait au travers, effectivement, des magasins qui n'existent plus maintenant, des magasins de location de films, donc VHS, puis DVD, etc. Tous ces endroits où on pouvait aller, où on pouvait voir des films, et il nous dit que là où j'ai grandi, alors je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'était comme ça, là où j'ai grandi, il y avait un magasin notamment de location de vidéos qui était extrêmement bien achalandé, avec des milliers de films, et de bons films, qui étaient bien organisés, et ça pour moi ça a été la meilleeur école. J'ai vu des films et je les ai revus et re-revus, et encore, et je me rappelle par exemple, dit-il, qu'il y avait une offre qui était 5 pour 5 $, pour 5 $, ce qui n'était vraiment pas très cher. On pouvait prendre 5 films le vendredi soir et les ramener le lundi matin. Donc voilà, c'est une boulimie de films, et c'est en les voyant les uns après les autres que j'ai vraiment appris à faire du cinéma, appris à aimer le cinéma, à comprendre le cinéma. En fait, ça a été le début de mon obsession pour ce que je fais aujourd'hui. Une des premières choses, je pense que dès que vous aviez 12 ans, c'était le cinéma d'horreur. Vous choisissiez les cassettes, les VHS, avec s'il y avait une jaquette un peu cool. C'était ça ce qui faisait que vous alliez vous décider de prendre un film d'horreur? Le genre donc des films d'horreur dans les magasins, donc voilà, les vidéoclubs, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait par l'aspect artistique, effectivement, en tout cas artistique,
par le graphisme, l'environnement graphique des cassettes et des affiches. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'est ça qui m'attirait presque comme un aimant. Alors, nous dit-il, bon, il y avait peut-être une autre section du magasin qui m'attire aussi, mais bref, c'était surtout cette section-là. Et moi, je voyais les affiches, je voyais tous ces trucs-là, je me disais, oh, c'est dingue, c'est incroyable. Tout de suite, j'avais envie de voir tous ces films, de voir tous les films qui se cachaient derrière ces jaquettes vraiment incroyables. Et bon, de temps en temps, le film n'était pas à la hauteur de l'offre qui était générée dans l'imaginaire par ce graphisme, mais peu importe, parce que pour moi, c'était vraiment le goût de la découverte avant tout, savoir qu'est-ce qui pouvait bien se cacher derrière ces jaquettes. Et de temps en temps, il y avait des choses incroyables qui se passaient. Et c'est pour moi, encore une fois, nous dit-il, ces magasins-là, ces vidéoclubs, tous ces environnements n'existent malheureusement plus aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a été, pour moi, une éducation formidable dans le monde du cinéma. Pour rester dans le vidéoclub, moi j'aimerais bien savoir quels étaient ces films formidables. Je sais qu'il a adoré quand il a découvert à 12-13 ans The Shining de Kubrick. Je sais qu'il aime beaucoup aussi de Changeling, le film de Peter Medak. Est-ce qu'il y a d'autres titres, peut-être des films des années 80? Et deuxièmement, je sais qu'il a aussi été vendeur, il a bossé dans un vidéoclub, comme Quentin Tarantino. Est-ce qu'il peut nous parler de ça? Un film qui m'a vraiment, nous dit-il, inspiré, en tout cas qui a révélé que j'avais cette passion en moi pour voir des films, apprécier des films et surtout faire des films. Un des points de départ, ça a été le film Bad Taste, que vous connaissez tous évidemment, le film de Peter Jackson. Je crois, nous dit-il, que ce qui m'a vraiment attiré en premier, c'est cette jaquette légendaire, cette jaquette de l'alien un peu bizarre qui nous fait voir son doigt. Ça, pour moi, ça a vraiment été quelque chose qui m'a attiré, on va dire, de manière viscérale. Et ensuite, j'ai vraiment vu beaucoup de choses qui m'ont encore une fois révélé. Par exemple, au départ, on voit le film, c'est dégoûtant, il y a beaucoup de vomi quand ils vomissent dans des bols et puis qu'ils reboivent, c'est affreux, etc. Mais j'ai été au-delà de ça, ça m'a vraiment intéressé, nous dit-il. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, c'est un film qui a été fait par quelqu'un avec ses copains, par quelqu'un, par exemple, quand on voit un plan d'en haut, il a dû monter sur une échelle pour filmer comme ça. Je me suis dit, ah, mais moi aussi, je peux le faire. Et puis, à un moment donné, pour faire un travelling, il était dans une voiture, il est roulé. Et j'ai commencé à comprendre qu'en se débrouillant, on pouvait faire à peu près pareil et que le cinéma était accessible. En tout cas, ce cinéma-là qui me plaisait à d'autres personnes, était un cinéma qui était digne d'intérêt et qu'il était accessible et que peut-être je pouvais faire ça moi-même. Et ça a été vraiment, même si le film en question a été fait en Nouvelle-Zélande, a été fait dans un endroit complètement différent, eh bien, le fait de le voir et de comprendre beaucoup de choses en le voyant, ça m'a peut-être révélé un début de vocation. Est-ce qu'à l'époque, à la même époque, quand il est ado, est-ce qu'il fait, je vais y arriver, des petits courts-métrages avec des copains comme font certains metteurs en scène? J'ai fait un court-métrage. En fait, à l'époque, je me rappelle que je voulais aller à New York pour continuer mes études, aller étudier à New York, et puis j'avais pas les notes qu'il fallait, j'avais pas les documents qu'il fallait. Donc je me suis dit, le meilleur moyen, c'est peut-être de faire un court-métrage pour leur faire voir de quoi je suis capable, en tout cas pour leur montrer que je suis capable de faire des films. Mais à l'époque, nous dit-il, j'étais pas vraiment capable de faire des... Enfin, en tout cas, j'y connaissais rien, en fait. Je savais pas comment faire du montage, avec quoi, je savais pas. Et c'était la dernière année du lycée. Je me suis dit, je vais faire un film, et le film qui m'avait inspiré à l'époque, c'était le premier film, pour ceux qui l'ont vu, de Darren Aronofsky, un film qui s'appelle Pi. Et donc, bon, en fait, je m'en suis inspiré, mais c'est ce qu'il me dit, je l'ai pompé à mort, c'est tout ça. Et l'histoire, c'était l'histoire d'un type qui est en prison, qui est en détention, et que son nez commence à saigner, et en fait, il saigne tellement qu'il en meurt. Voilà, donc vous voyez que l'histoire est très philosophique, etc. Et je me suis dit, voilà, je vais faire ça, je vais essayer de le faire. Mais encore une fois, à l'époque, j'y connaissais rien. Donc, ce que j'ai fait, j'avais une caméra vidéo, j'ai filmé tous les plans, comme ça, les uns après les autres, et après, j'avais 2 magnétoscopes, l'un au-dessus de l'autre, et j'ai mis tous les rushs dans le magnétoscope du haut, j'ai mis une cassette dans le magnétoscope, une cassette vierge dans le magnétoscope du bas, et je faisais lecture, enregistrement, pause, continuer la lecture, hop, enregistrement, pause, enregistrement. Donc c'était vraiment rudimentaire, mais c'est de cette manière-là que j'ai fait ce premier court-métrage. Néanmoins, à 18 ans, il part à New York, il quitte son Delaware, il va étudier dans une école de cinéma, sa prof sera Kelly Reichardt, et je pense qu'il va faire la connaissance d'un metteur en scène qui est en même temps acteur, qui s'appelle Larry Fessenden. En fait, c'était 3 personnes qui ont vraiment compté pour moi au tout début.
Kelly Reichardt, donc, qui a vraiment été le point de départ, parce que elle m'a fait rencontrer Larry, qui est quelqu'un qui a décidé de financer le film. Alors, comment ça s'est passé? Alors, il avait déjà d'ailleurs financé le film de Kelly, c'est comme ça qu'elle le connaissait et qu'elle me l'a fait connaître. Ce qui s'est passé un jour, c'est qu'il m'a dit, donc en fait, si je comprends bien, il avait compris, nous dit-il, que j'avais cette envie, j'avais ce besoin de faire des films, et un jour il m'a dit, mais en fait, la seule chose qui t'empêche, qui te gêne tout de suite pour faire un film, c'est l'argent. Donc si je te donne de l'argent, tu peux faire un film, tu as déjà tout ce qu'il faut, c'est prêt, quoi. Et lui, il a un petit peu, voilà, dit n'importe quoi. Il a dit, mais oui, bien sûr, j'ai un scénario, tout est prêt, je peux commencer à filmer là, demain. Mais il faut juste que ce que je vais faire, c'est que là, ce week-end, je vais le peaufiner un petit peu à droite à gauche. Et lundi, je te l'apporte. Évidemment, il n'avait rien écrit du tout. Donc, il est rentré chez lui. Il a passé juste un week-end à faire un scénario complet. Et puis voilà, le lundi suivant, il est venu. Hey, voilà mon scénario. Il était prêt à le filmer. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais il nous dit que là, on vient de citer donc 2 personnes, mais il y en a une troisième également, Matt, qui lui était programmeur et qui a eu envie de faire voir le film. Et voilà, enfin, sans ces 3 personnes-là, au tout début de sa carrière, qu'il a eu la chance de rencontrer, eh bien, jamais il ne se serait retrouvé assis aujourd'hui sur ce canapé en train de parler de sa filmographie. Donc ce premier film, c'est The Roost. Vous le tournez, vous avez 22 ans. L'argent que Larry vous donne, c'est 50 000 $. J'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu donc, cette histoire, comment vous l'avez tournée, combien de temps, dans quelles circonstances, et je pense que vous avez comme acteur, un des acteurs principaux, c'est Tom Noonan, qui était dans le film de Michael Mann. Comment vous faites pour avoir Tom Noonan avec un si petit budget? Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, c'est vrai que j'avais fait un scénario qui me semblait, en tout cas, moi je pensais vraiment que ce serait impossible de le faire parce que j'avais plein d'idées, j'étais rempli d'idées toutes plus étranges les unes après les autres. Et puis j'ai commencé à regarder qu'est-ce que je pouvais faire avec ce qu'il y avait autour de moi. Il y avait beaucoup de fermes, notamment, des grandes fermes qui étaient cool, il y avait des trucs qui étaient vraiment sympas, en tout cas des endroits où on pourrait filmer. C'est ce que je me suis dit. Donc on a décidé de filmer dans ces fermes qui étaient très sympas tout autour de nous. Et puis évidemment, il y avait toute une équipe, il y avait des amis, des copains, des acteurs, des équipes, où est-ce qu'on allait pouvoir les loger. Et là, incroyable, il y a la famille d'un ami à moi qui avait une grande maison, sa famille a vendu la maison. Et donc il y a eu un moment, un laps de temps, pile au moment où on allait faire le film, où la maison était vide avant qu'il la vendent et qu'il donne les clés à quelqu'un d'autre. Donc voilà, on avait une grande maison dans laquelle on a pu rester. Alors évidemment, on a pu rester sur des matelas gonflables, on a un petit peu fait du camping, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc c'était vraiment du bricolage. Le film, on l'a tourné en 13 jours, ce qui est très court. On a eu un petit peu d'argent, en fait c'était 13 000 au départ, et puis petit à petit le budget a augmenté jusqu'à arriver au final à peu près à 50 000, mais au départ on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Mais on a essayé d'utiliser l'argent de la manière la plus créative, et enfin de se débrouiller, quoi, voilà, de briques et de broc pour essayer de trouver toutes les possibilités créatives qu'on pourrait trouver pour faire ce qu'on voulait faire avec un minimum d'argent, ce qu'on fait tous finalement avec un premier film. Et il nous dit, moi quand j'ai grandi, il y avait beaucoup d'émissions de télé, la télévision américaine, où il y avait un film de genre qui était projeté, et où en fait, avant le film, il y avait un présentateur qui venait et qui expliquait en fait, avant que le film soit diffusé, le film que vous allez voir, ça va être ceci, ça va être cela, qui expliquait ce qu'on allait voir. Mais le présentateur lui-même, c'était un présentateur qui était habillé, enfin, qui donnait l'impression qu'il faisait lui-même partie d'un truc de genre, d'un film d'horreur. Et c'était toujours super intéressant. Et après, en général, à la fin du film, à la fin du générique de fin, il revenait pour dire, toujours à la télé, ce qu'il en avait pensé, pour expliquer un petit peu, 2-3 choses. Et Tom Noonan, c'était vraiment ça. Et il se trouve qu'il habitait dans le coin et qu'on le voyait passer à droite à gauche. Et un jour, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé voir, je lui ai expliqué, voilà, on est en train de tourner un film, ce serait vraiment super si vous pouviez faire partie du film. Et, nous dit-il, c'est incroyable, il a dit d'accord. Et c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé dans le film. Ce premier film, c'est naturellement un film d'horreur. Est-ce que c'était un choix délibéré parce que c'est votre genre préféré depuis l'adolescence, ou est-ce que c'est plus facile, avec un budget aussi limité, 13 jours de tournage, de mettre en boîte un film d'horreur? En fait, c'est pour ces deux raisons-là que j'ai décidé de faire un film d'horreur. Il se trouve que c'est vrai que le genre horrifique,
C'est un de mes genres, pour ne pas dire mon genre préféré. Et en fait, il y a beaucoup de réalisateurs aujourd'hui qui sont mes réalisateurs préférés, qui eux-mêmes ont commencé avec un ou deux films de genre, un ou deux films d'horreur. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide, comme il y a beaucoup de bricolage, de choses comme ça pour les premiers films d'horreur. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de gens qu'on peut rencontrer dans des festivals de films d'horreur. Et il y a beaucoup de festivals de films d'horreur, ce qui est évidemment très important pour des réalisateurs comme moi, parce qu'un festival comme celui de Gérard May, il y en a pas mal. En tout cas, il y en a beaucoup plus que de festivals, je ne sais pas, de films romantiques, etc. Il y en a, mais enfin il y en a moins. Et donc pour moi, ça a été vraiment une formidable opportunité de faire mon premier film et de déclarer au monde, voilà, il y a un nouveau réalisateur. Ça a été une formidable porte d'entrée pour moi. Est-ce que le film marche? Est-ce qu'il y a un public? Est-ce qu'il y a un succès commercial? Et comment il fait pour faire le second, qui est, je crois, House of the Devil? Ça a marché, le film a marché dans le sens où ça m'a établi en tant que réalisateur. Je suis devenu officiellement un réalisateur. Donc de ce point de vue-là, ça a marché. Et puis ça a marché aussi de plein de raisons en fait, parce que le film a été au festival South by Southwest et j'ai rencontré des gens, j'ai eu des contacts et mon producteur m'a dit alors tu es invité au festival de Londres. Et là il s'est posé la question, il n'était jamais sorti des États-Unis à cette époque-là. Il était toujours resté dans les frontières américaines. Et Londres, est-ce que je devrais y aller? Qu'est-ce que t'en penses? Et lui m'a dit, nous dit-il, mais bien sûr, tous les festivals qui t'invitent, vas-y, va à tous les festivals. Tu vas rencontrer des gens, etc. Et il avait raison, nous dit-il. J'ai vraiment été partout dans le monde avec ce film. Et pour moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur l'industrie, sur le cinéma, sur le monde, sur plein de choses. Et puis ça m'a fait rencontrer tellement de gens. Je me suis retrouvé dans beaucoup de salles de cinéma avec beaucoup de public comme aujourd'hui devant vous. Et ça a été évidemment pour moi quelque chose de très très important. Est-ce que le film a gagné beaucoup d'argent? Non, mais c'est pas forcément ce qui a été le plus important à ce moment-là. Le film a gagné un peu d'argent. Est-ce qu'on en a parlé partout? Est-ce que les critiques en ont parlé partout comme étant une révélation? Non, mais ça va, on s'en est bien tiré, ça n'a pas été une catastrophe. Donc encore une fois, c'est vraiment la rencontre que ça a provoqué, les rencontres que le film a provoquées qui ont été pour moi déterminantes pour pouvoir faire la suite. Et donc ce premier film, encore une fois, le producteur m'avait dit à l'époque qu'il me donnait 30 000 et qui s'est monté à 50 000 après, mais c'était à peu près 30 000. Et moi, quand j'ai eu l'idée du deuxième film, je suis retourné voir mon producteur, je lui ai dit j'ai une idée pour faire un film et ça va coûter 10 000 $. Donc là, évidemment, quand je lui ai dit ça, il a tout de suite dit allez, c'est bon, on y va. Sauf qu'après, il n'y a plus vraiment de films pendant quelques années. Vous allez mettre en scène des séries télé, The Exorcist et plein d'autres. Pourquoi vous abandonnez pendant un temps le cinéma? Je pense que c'est au moins 3-4 ans. Qu'est-ce qui se passe? À cette époque-là, je venais de passer 15 ans à faire des films et j'en avais fait vraiment beaucoup et je venais juste de terminer le western dont je vous ai parlé, dont on a parlé il y a quelques instants. Et quelqu'un m'a demandé, vraiment je venais juste de terminer le western et quelqu'un me dit tiens, il y a un show télévisé, on cherche un réalisateur, est-ce que ça t'intéresse? Et il me dit en fait, c'est la première fois que quelqu'un m'a proposé un job comme ça, un job de réalisation. C'est la première fois de ma vie que quelqu'un est venu vers moi en me disant il y a un truc à réaliser, est-ce que tu veux le réaliser? Voilà, ça aurait été idiot de dire non. Et il faut savoir que faire un film, bon évidemment, vous le savez tous, probablement, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué parce que c'est 2 ans de votre vie, minimum, 2 ans de votre vie pendant lesquels il faut trouver de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc on trouve de l'argent, c'est compliqué, il faut rencontrer plein de gens. On trouve, on se dit ça y est, j'ai l'argent, je peux le faire. Et puis tout à coup, le financement s'écroule, ce qui veut dire que les gens qui vous ont dit je vais te donner de l'argent, disent finalement non. Donc il faut repartir de zéro, c'est super long, c'est fatigant, etc. C'est un travail vraiment qui est très usant. Et moi, me dit-il, je sortais de 15 ans de ça. La télévision, ça n'a rien à voir. À partir du moment où quelqu'un vous propose de réaliser 1 ou 2 ou 3 épisodes d'un show télé, et si vous dites oui d'accord, je veux bien, ça veut dire que 2 jours plus tard, vous êtes sur le tournage et vous tournez. Vous n'avez pas à vous poser toutes ces questions, etc. Et on apprend énormément de choses parce que, nous dit-il, filmer un épisode d'une série télévisée et filmer un film, quelque part, c'est pas si différent que ça en tant que réalisateur, parce que les épisodes en question duraient 1 heure, on est vraiment pas loin du même format en fait, et on apprend, j'ai appris, me dit-il, tellement de choses, parce que pour moi maintenant, après cette expérience-là, réaliser des choses, diriger des acteurs, c'est devenu presque
facile, parce que avant faire un film, encore une fois, un film c'est 2 ans de travail, et là il nous dit qu'il a réalisé 17 épisodes de série télé en 5 ans, donc c'est en termes d'expérience, ça a été un boom incroyable, et clairement une expérience qui a fait de lui, encore une fois c'est ce qu'il nous dit, un meilleur réalisateur, et ça lui a servi directement avec les films qu'il a fait plus tard, donc la trilogie X. Voilà. Après, donc c'est 17 épisodes, c'est la trilogie, donc j'aimerais qu'on parle un petit peu de ça. On les a vus hier soir, on a vu les 3 en projection ici à Gérardmer. Moi j'ai revu X et je trouve que c'est quasiment un film méta sur le cinéma. L'amour du cinéma déborde de chaque image. J'aimerais bien qu'il me parle un petit peu d'où ça vient cette idée, comment il mixe sexe, horreur et référence au cinéma. Enfin, raconter un petit peu la genèse. D'où vient cette idée? À cette époque-là, je n'avais pas fait de film d'horreur depuis une dizaine d'années, donc je pensais que c'était le bon moment de revenir à ce genre-là. Et puis, ça correspond également à une période où, en ce qui me concerne, me dit-il, je pensais que le genre du film d'horreur, eh bien, il était en train de devenir un petit peu mou aux États-Unis. C'était pas aussi violent, en tout cas aussi choquant que ça avait pu l'être quand moi j'étais jeune, adolescent, me dit-il. Il y avait moins de sexe, moins de violence, moins de choses qui me paraissaient être des thèmes intéressants à plusieurs niveaux. J'avais l'impression à ce moment-là que l'horreur, le genre du film d'horreur, était devenu très commercial à ce moment-là, donc très édulcoré. Et moi, je voulais un petit peu revenir à ce genre-là originel, celui de ma jeunesse. Et puis voilà, je cherchais qu'est-ce qui pourrait m'exciter vraiment pour faire un film, parce que, encore une fois, faire un film, c'est vraiment 2 ans de votre vie. Vous consacrez 2 ans de votre vie à faire un film, donc il faut vraiment que ça vous parle au niveau des viscères, quoi. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui peut vraiment m'intéresser au point que je vais y consacrer 2 ans. Et là, je me suis rendu compte que j'aime faire des films, la fabrication d'un film, le cinéma en lui-même, c'était vraiment ça qui m'intéressait, et j'ai eu envie de tout mélanger, de mélanger l'horreur et le fait de faire des films. Et je me suis dit, voilà, je vais filmer des gens qui sont en train de faire un film. Alors, j'ai décidé de ne pas faire un film avec des jeunes gens qui sont en train de faire un film d'horreur, parce que là, ça aurait été un petit peu trop méta, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un lien entre le cinéma d'horreur et le cinéma pornographique. Il y a vraiment quelque chose sur la base même, ça vient presque du même point de départ. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire, qu'on pouvait trouver une espèce de symbiose, et en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était de filmer des scènes comme ça, avec du sexe, de la violence, mais sous un angle différent. C'est ça qui a été le point de départ de mon enthousiasme pour faire ce film. Et puis cette histoire de filmer des jeunes gens qui vont dans une ferme et puis qui passent du bon temps, il y a du sexe, etc. Et les personnes âgées qui sont dans la ferme décident de les punir d'une manière horrible dans le film. Et pourquoi ils les punissent? Peut-être parce qu'ils sont jaloux. Il y avait beaucoup de choses comme ça qui m'intéressaient intrinsèquement par rapport à l'histoire, et c'est comme ça que j'ai voulu traiter cette histoire. Je l'ai revu hier soir et je me disais que ça devait pas marcher, ça pouvait pas marcher. Le sexe, la violence, hyper gore, c'est drôle en même temps, il y a plein de gens qui se marraient parce que le film est très très drôle, et en plus, il y a des tas de citations à des films. On parle de la Nouvelle Vague, donc Godard. Le premier plan du film, c'est clairement La prisonnière du désert, The Searchers. Il y a des hommages à Toby Hooper avec son film Le Crocodile de la mort. Enfin, il y a Psycho, naturellement, avec la voiture. Il y a plein d'hommages au cinéma, et ça pollue jamais le film, c'est des petites choses en plus. Et a priori, on a déjà vu ça dans d'autres films, mais ça fonctionne pas. Et là, ça fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé? I don't know. I don't know. I think that En fait, je ne sais pas pourquoi ça a fonctionné dans mon film. En tout cas, me dit-il, pour vous aussi peut-être. Je ne sais pas pourquoi ça a fonctionné en film en ce qui vous concerne, et pourquoi ça n'a pas forcément fonctionné dans d'autres films. Comme il nous dit, c'est autant un mystère
pour moi que pour vous. Je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que toutes les références dont vous parlez, qui étaient évidemment conscientes, c'était des références en tout cas qui pour moi me semblaient appropriées. Et en tout cas, j'ai toujours essayé de faire en sorte, en faisant ce film, que les références en question, tout ce qui était extrêmement référentiel, ne viennent pas perturber l'histoire et le déroulé du film. Que ça soit là pour nous rappeler des choses, pour nous rappeler une atmosphère, mais pas que ça interrompe vraiment la dynamique du film. Il y a une chose dont je me souviens, c'est le plan d'ouverture, le premier plan du film X. Alors c'est quelque chose en fait c'est quelque chose qui m'a travaillé, nous dit-il, pendant très longtemps. En fait, ça m'a travaillé pendant tellement longtemps que ça m'a travaillé jusqu'au jour même du tournage. J'ai eu la révélation quelque part le jour du tournage. Donc pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui n'ont pas vu, qui se rappellent pas, le plan c'est un plan en 4 tiers, un plan où on voit la ferme et le plan est en 4 tiers. Donc c'est-à-dire que c'est pas un plan en cinémascope, c'est pas un plan très large, c'est un plan beaucoup plus serré, un peu comme les télévisions de notre jeunesse, de ma jeunesse, pardon. Et donc on voit ce plan qui, nous dit-il, nous rappelle instinctivement les grands classiques du cinéma, l'époque où les films de cinéma étaient tous sous ce ratio-là. Et puis la caméra avance comme ça, les portes s'ouvrent et tout à coup le plan s'élargit et on se dit ah bah non, finalement c'est pas un grand classique du passé, c'est un film actuel, moderne, en cinéscope, en 16/9, etc. Donc avec un plan auquel on est aujourd'hui plus habitué. Et tout de suite on comprend beaucoup de choses parce que ça devient un motif que d'ailleurs j'ai réutilisé dans les 2 autres films de la trilogie par la suite. Et c'est quelque chose qui nous fait comprendre que on voit un film qui est actuel mais qui nous rappelle également le cinéma d'avant. Et on comprend également instinctivement que le film va nous mentir, va nous guider vers des choses qui ne sont pas vraies, que tout ce qu'on voit n'est pas forcément la vérité. Et donc, en fait, on comprend beaucoup de choses comme ça, en un plan. Mais pour arriver à faire ce plan-là, c'est vraiment un travail mental, intellectuel qui est très long et qui, nous dit-il, moi en tout cas, m'a pris très longtemps. Et c'est le genre de réflexion qui lui prend beaucoup de temps pour arriver à faire exactement ce qu'il a envie de faire. Il y a un autre miracle dans le film, je trouve, c'est l'actrice principale, Mia Goth, je ne sais pas comment vous le prononcez, qui joue, alors j'espère que je ne vais pas spoiler, mais 2 rôles dans le film. Je voulais savoir, pourquoi vous l'avez prise, pourquoi vous l'avez choisie, et pourquoi après vous l'avez distribuée dans 2 rôles dans le même film. À vrai dire, j'espérais que ce soit la même comédienne qui soit capable de jouer les 2 rôles. Je l'espérais depuis très longtemps, depuis que je pensais à ces films-là. C'est quelque chose que je voulais toujours faire. Et nous dit-il, j'ai toujours été moi-même un grand fan de Mia Goth, en français, Mia Goth. Et j'étais vraiment ravi de la rencontrer, déjà de savoir que j'allais la rencontrer. Alors, c'était à l'époque du Covid, donc lorsqu'il dit la rencontrer, c'était la rencontrer via le logiciel Zoom, mais il nous dit que dans la période de casting, en fait, il y avait beaucoup de comédiennes qui étaient prévues. Il savait qu'il allait en rencontrer beaucoup, mais Mia Goth, c'était la 2e comédienne à qui il a fait passer le casting, donc encore une fois via la caméra du logiciel Zoom sur Internet. Et il nous dit, en fait, c'était quelque part incroyable parce que je l'ai vue sur cet écran, j'ai discuté avec elle, et à l'issue de cette conversation, donc Zoom avec Mia Goth, même s'il avait 20, 30, 40 jeunes filles qui étaient en train d'attendre pour parler avec lui dans sa tête, c'était fait. C'était elle, ce serait personne d'autre, c'était elle, c'était sûr. Et alors bien sûr, voilà, ça a été un petit peu compliqué après à gérer, mais il savait que ce serait elle et ça a été elle. Et pourquoi ça a été elle? Pour plein de choses, parce que lorsqu'il a conversé avec elle, eh bien, il s'est rendu compte qu'ils pensaient la même chose sur le scénario, qu'ils avaient les mêmes idées et qu'elle avait vraiment complètement compris. Et d'ailleurs, dès le départ, lorsqu'il lui a dit est-ce que ça t'intéresse de jouer à la fois le personnage de Maxine et le personnage de Pearl, eh bien, il a vu Mia Goth qui a pris quelques secondes, qui a réfléchi, il a presque pu voir les rouages tourner comme ça dans sa tête, et tout de suite, même si elle s'est rendue compte que ce serait un vrai challenge et que ce serait difficile à faire, elle s'est dit mais ouais, je vais tout péter, je vais péter la baraque avec ce rôle. Elle a tout de suite compris que ce serait difficile, mais que ce serait excitant. Et donc du coup, ils étaient vraiment sur la même longueur d'onde. Et lorsqu'elle a dit je vais tout casser en interprétant ces 2 personnages, il l'a cru tout de suite, il lui a fait confiance. Et puis le fait également
c'est aussi le fait que Mia Goth donc n'avait jamais, elle avait joué dans beaucoup de films jusqu'à ce moment-là, mais elle n'avait jamais eu le rôle principal d'un film. Et c'est aussi quelque chose qui l'a beaucoup excité, le fait de savoir qu'elle allait avoir la possibilité, l'opportunité de tout donner, voilà, dans un rôle principal. Et voilà, tout ça pour vous dire que c'était vraiment la meilleure comédienne possible. Le niveau de violence graphique du film est ahurissant. C'est ultra gore avec les yeux crevés, les crânes aplatis. Est-ce que, il se fixe des limites? 2, est-ce que A24 a exigé des coupes, ou est-ce que pour eux, ça pouvait sortir comme ça? C'était pas un problème commercial? A24, à vrai dire, ils ont même eu, donc les producteurs A24, ils ont même eu une réaction opposée, puisque quand ils ont vu le premier montage du film, ils ont dit mais on aurait même pu faire un film encore plus gore, donc ce qui m'a un peu surpris moi-même. Et donc non, en ce qui les concerne, ils ont rien demandé de particulier par rapport à ça, ça n'a pas été un problème. Et puis nous dit-il, on a eu aussi quand même la chance que les ratings, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a fait voir le film, avant la sortie du film, on fait voir le film à des panels de public pour savoir un petit peu ce qu'ils vont en penser. Et ils trouvaient ça bien, ils ont compris que c'était pas gratuit, qu'il y avait quand même une réflexion derrière. Et lui-même, d'ailleurs, nous dit qu'à un moment donné, notamment dans le film Maxine, il y a une scène où je me suis dit, quand même, c'est peut-être un peu... Et en fait, non, ça s'est bien passé parce que le film n'a pas cet aspect réellement nihiliste, réellement où il y a vraiment zéro espoir, zéro morale, qu'on peut retrouver, qu'on a pu retrouver dans d'autres films de genre. Il n'a pas cet aspect-là, en tout cas, il pense qu'il n'a pas cet aspect-là et que c'est peut-être sans doute ça aussi qu'il a sauvé, entre guillemets, mais il n'y a pas eu de coupe. C'est un film qui demande, qui exige de la part du public d'avoir une réaction, qui veut générer une réaction. Et donc ça, c'est quelque chose de positif. Et c'est sans doute une des raisons, en tout cas, pour lesquelles le studio n'a pas tiqué lorsqu'il a vu le produit fini. La dernière réplique de X, c'est le shérif qui la prononce. Il dit que, quand il retrouve la caméra, que c'est un fucked up horror movie. Est-ce que c'est votre définition de X? Oui, je pense effectivement qu'on peut considérer ce film comme un film d'horreur bien barré. Ça va. Ce qu'on appelle maintenant la trilogie X, en fait, c'était d'abord X. Vous n'aviez pas prévu de faire un second, puis un troisième. Vous êtes en Nouvelle-Zélande, c'est le Covid, vous êtes le seul à tourner. Et vous avez l'idée de faire une suite que vous allez écrire, je pense, avec Mia. Et c'est Pearl. Lorsque j'ai voulu faire le film, donc X, c'était à ce moment-là, vraiment au moment où on allait faire le film, très peu de temps avant, Covid. Voilà, le Covid est arrivé. Pas besoin de vous expliquer Covid, je pense que tout le monde s'en rappelle très bien. Et là, c'était très compliqué parce que faire un film à ce moment-là aux États-Unis, dans beaucoup d'endroits dans le monde, c'est devenu impossible. Et le seul endroit sur la planète Terre qu'on a trouvé pour pouvoir continuer, pour pouvoir filmer donc ce film, c'était la Nouvelle-Zélande. Donc on est parti en Nouvelle-Zélande, mais je me suis dit, attends, trouver les visas, emmener le matériel et puis reconstruire le Texas en Nouvelle-Zélande, ça va coûter beaucoup d'argent, ça va être très compliqué, ça va prendre du temps. Et je me suis dit, si on va vraiment là-bas pour faire ce film, autant en profiter pour continuer, pour faire un autre film. Et donc j'ai commencé à réfléchir éventuellement à une suite ou faire un autre film dans le même esprit. Et j'en ai parlé à A24, je leur ai exprimé mes souhaits, mes idées, et A24, ils ont pensé que c'était vraiment une bonne idée. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux trouver une idée, en tout cas un synopsis pour commencer, mais vraiment très très vite. Et c'est ce qu'il a fait. Il me dit, lorsque je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, on m'a mis en quarantaine pendant 2 semaines, et je me suis dit, je vais prendre ces 2 semaines-là pour écrire le film. J'en ai parlé à Mia Goth, parce que je me suis dit, je vais faire soit une suite, soit un préquel, donc un film qui se passe avant. Et comme Mia, elle avait déjà évidemment beaucoup travaillé son rôle, donc l'ADN, on va dire, du personnage, de Maxine, c'est un ADN qui était déjà en elle, donc elle n'aurait peut-être
peut-être pas, sans doute pas, de difficulté à interpréter un autre membre de la famille, etc., puisque donc l'ADN est en elle. Donc elle était d'accord, elle était à fond dedans, et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce script, et on est resté 4 mois de plus tous ensemble en Nouvelle-Zélande pour pouvoir continuer à faire le film, donc Pearl. Les styles de Pearl et de Maxine sont complètement différents. Il y en a un qui se passe en 1917, l'autre en 1985. Et en même temps, le point commun avec X, c'est votre amour du cinéma qui est dans toutes les images. Je pense notamment à Maxine, qui est vraiment un hommage au film italien Les Giallo et à Dario Argento. J'avais en tête dès le départ l'idée de faire l'envie de faire de chaque film un film vraiment différent en termes d'ambiance, en termes d'image, le fait que X était un film qui est vraiment un film d'exploitation américain des années 70. Pearl, c'est un film qui reflète l'âge d'or de Hollywood, qu'on a pu voir également dans d'autres films également. Et puis pour Maxine, je voulais traiter un film comme un film d'une série B des années 80. C'était quelque chose que j'avais en tête, cette différence de style, d'ambiance, d'image, etc. etc. C'était mon plan. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de films qui se passent avec ce thème-là, c'est-à-dire une jeune comédienne qui vient à Hollywood, Hollywood la prend, la choisit, Hollywood la mâchonne dans tous les sens, et puis à la fin, Hollywood la recrache comme ça. Je me suis dit, je ne vais pas faire exactement ça, parce que ça, c'est le genre de film qu'on a déjà vu. Donc, je n'avais pas envie de faire une redite, donc j'essayais de trouver quelque chose de plus original, de plus inédit, et d'offrir à Maxine, parce que petit à petit, je me suis moi-même, me dit-il, beaucoup attaché à ce personnage, et je voulais offrir à ce personnage une fin un peu plus rock'n'roll, un peu plus originale, quelque chose qui détonne vraiment. Maxine aussi, j'ai l'impression, un hommage assez incroyable à Los Angeles et à Hollywood, un peu comme le privé d'Altman. Qu'est-ce que vous en pensez ? Votre référence à Altman, effectivement, est bien vue. Pour moi, nous dit-il, Hollywood, c'est un endroit, et pas que pour moi, c'est un endroit qui est mythique, c'est un endroit qui transporte tellement de mythologie. Lorsque j'ai voulu faire en sorte que cette trilogie se termine à Hollywood, je voulais aussi faire voir tous les endroits que moi-même, me dit-il, j'idolâtrais. C'était des endroits qui étaient tellement, et qui sont encore tellement importants pour moi. Je voulais faire voir tous les endroits hyper touristiques, tous ces endroits qu'on voit quand on va à Hollywood, quand on rêve d'aller à Hollywood, je voulais les faire voir. Et je voulais faire voir tous les personnages, presque les stéréotypes que l'on peut retrouver sur Hollywood Boulevard ou dans tous les endroits de Los Angeles. À Los Angeles, il y a toujours cette idée, qui n'est pas qu'une idée, qui est une réalité, qu'on peut devenir célèbre du jour au lendemain, qu'on peut devenir une star du jour au lendemain. À Hollywood, à Los Angeles, même les policiers, quand ils sont en train de faire leur travail, eh bien, dans leur poche, comme ça, même les policiers sont capables d'ouvrir leur poche et de sortir des photos d'eux, des photos comme ça, vachement bien vues, parce que peut-être qu'ils vont rencontrer un directeur de casting. Tout le monde se dit que, voilà, la célébrité, pardon, la gloire, le star system, c'est vraiment à portée de main. Et c'était pour moi, c'est quelque chose que je trouve, encore une fois, c'est une réalité, c'est vraiment comme ça, et c'est quelque chose, nous dit Ty, et pour moi, je trouve ça charmant, je trouve ça touchant, je trouve ça aussi un petit peu déprimant, et c'est tout ça qui me plaisait dans le fait de faire en sorte que le dernier film, que cette trilogie se termine à cet endroit-là. Et donc j'aurais deux questions. La première, c'est quel conseil vous donneriez aux jeunes cinéastes qui débutent? Et la deuxième, moi, le conseil que j'ai envie de donner à des gens, c'est pour reprendre le célèbre slogan de Nike, c'est « just do it », faites-le. Si vous avez une idée de film, faites-le. Aujourd'hui, c'est tellement plus simple qu'il y a 10, 20 ou 30 ans de faire un film avec les téléphones qu'on a dans la poche. Si vous avez une idée, faites-le. Et puis, si vous vous plantez, c'est pas grave, vous en faites un autre. Parce que très souvent, nous dit-il, on rencontre des gens qui ont une idée, qui font le film, qui se plantent pour X raisons et qui arrêtent. Mais c'est pas ça. Faire un film, c'est on fait quelque chose, on se plante, mais c'est comme ça qu'on apprend. On se relève,
et on essaye de faire encore un film en ne refaisant pas les erreurs qu'on a fait la première fois. Donc il faut faire des films comme... À la base, il faut vraiment une idée, et qu'une fois qu'on a une idée, il faut faire le film. Et une fois qu'on a fait le film, une fois qu'on a fait un film, raté ou réussi, peu importe, on est devenu un réalisateur. Et à partir du moment où on est devenu un réalisateur, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Et je crois que, nous dit-il, le meilleur conseil, c'est vraiment ça, quoi. C'est de faire un film et encore un autre, jusqu'à ce qu'on en fasse des bons. Et si on en fait un bon dès le départ, c'est tant mieux. Et par rapport à ce que vous disiez sur les vidéoclubs, il nous dit que la dernière fois qu'il était venu à Paris, il a été visiter un des derniers vidéoclubs et ça lui fait de la peine de voir que les vidéoclubs disparaissent, ont disparu ou sont en train de disparaître, qu'il y en a effectivement vraiment très peu qui restent aujourd'hui et qu'il faut les soutenir parce qu'un vidéoclub aujourd'hui, c'est bien plus qu'un endroit où on rentre pour louer un film, pour le regarder le soir même. C'est presque un musée maintenant. Et aujourd'hui, les musées, on n'aurait pas l'idée de les fermer et de mettre la clé sous la porte. Il faut les garder, il faut les conserver, il faut soutenir les gens, les personnes qui eux-mêmes ouvrent ce genre d'endroits et les font vivre. Est-ce que vous vous rappelez de votre deuxième question? C'est bon, vous m'entendez? Oui. Ma deuxième question, c'était tout simplement quels sont vos futurs projets cinématographiques, si vous pouvez et voulez en parler? Il a une idée, effectivement. Il est en train de penser à un film, mais il n'a pas envie d'en dire trop, parce qu'il n'a pas envie que le film ne se fasse pas, tout simplement. Donc voilà, il va pas dévoiler l'histoire, etc. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les producteurs sont sûrement dans la régie. Voilà, pour qu'on évite de trop en... Oui, je le fais bien, hein, de trop en parler. Mais si ça se fait, il espère que ça va se faire, et si ça se fait, ça se fera à l'automne prochain. Donc on va en entendre parler sans doute très vite, mais pas aujourd'hui. Bonjour, félicitations. Je voulais juste demander si David Lynch avait compté dans votre formation de cinéphile et de cinéaste. David Lynch, il nous dit que sa disparition, évidemment, a été vraiment un coup très douloureux pour tous les cinéastes, pour tout le monde, finalement. Lorsqu'il est décédé il y a très peu de temps, c'était vraiment un réalisateur, un cinéaste immense. Et pour les gens de ma génération, nous dit-il, c'était vraiment quelque chose d'incroyable quand on a découvert les films, la filmographie de David Lynch, parce qu'il faisait des choses que personne d'autre ne faisait et que personne d'autre probablement ne fera. Il a vraiment laissé un trou, un cratère immense qui ne va pas être rempli avant un certain temps, mais heureusement, il nous a laissé tous ces films, ces séries qu'on peut voir et revoir, fort heureusement pour nous. Et pour moi, ça a vraiment été quelque chose de très important de voir ces films parce que c'est des films qui ne se comprennent pas. Quelque part, c'est un peu vain d'essayer de comprendre ces films. C'est des films qui se ressentent, c'est des films qui se vivent et qui nous font réfléchir, mais qu'on ne comprend pas forcément. Et il a vraiment inventé un langage, il a exploré un langage qui était et qui est encore quelque chose de complètement novateur et qui, quelque part, nous font comprendre une autre dimension du pouvoir de ce que peut être un film et de ce que peut faire un film. C'est vraiment, quand il nous dit que lorsque je vois ces films ou lorsqu'il y a certaines images de la série Twin Peaks qui sont vraiment gravées dans ma mémoire, ou dans ces films aussi, le personnage de Dennis Hopper dans Blue Velvet avec son masque, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir avant. Et voilà, on peut dire beaucoup de choses sur David Lynch, évidemment, mais on va s'arrêter là. Donc moi j'avais juste une petite question, c'est donc maintenant qu'on est sur des films qui sont beaucoup plus, donc avec des temps de tournage beaucoup plus longs que le premier, comme vous avez dit, qui a duré 13 jours, est-ce que ça vous manque maintenant cette espèce de spontanéité, ce DIY qu'on pouvait avoir sur les premiers films et que maintenant que c'est beaucoup plus posé, certainement moins stressant aussi, mais est-ce que ça manque un peu d'avoir peut-être cette excitation de devoir trouver des solutions et de devoir juste improviser un peu pour s'accorder avec le budget ou les délais très courts? Non. Alors oui, j'aimerais bien avoir plus de temps pour faire des films, mais est-ce que ça me manque
les conditions de tournage comme celles de mon premier film où en 10-12 jours il fallait faire un film, franchement non. Mais quelque part je n'ai pas non plus, nous dit-il, le luxe d'avoir des durées de tournage à la Stanley Kubrick. Maxine, on l'a fait en 30 jours, donc vous voyez le premier film 13 jours, Maxine 30 jours, finalement c'est pas non plus la panacée. Pearl, on l'a fait en 22 jours. En général, sur ce genre de film, quand tout va bien, les durées de tournage qu'on a, c'est entre 20 et 30, 35, peut-être 40 jours. Mais c'est pas gigantesque, c'est pas 6 ou 7 mois. Et donc, quand on n'a pas beaucoup de temps, voilà, on fait ce qu'on peut. Et c'est pas forcément, bien sûr, ça nous pousse à avoir des idées, à être créatifs, etc. Mais c'est ce qu'il nous dit. Moi, j'ai pas forcément envie qu'on me pousse à être plus créatif. Au contraire, je préférerais qu'il y ait suffisamment de temps pour qu'à un moment donné, au milieu du tournage, il y ait une journée où ce soit un peu plus cool, où je peux essayer des choses. Tiens, on a un petit peu de temps, on va essayer de faire cette séquence-là un petit peu différemment, de pouvoir faire des expérimentations. Ça, c'est un vrai luxe que j'aimerais avoir, vraiment. J'aimerais avoir des tournages comme ça. Mais bon, voilà, peut-être que ça va, que j'aurai ce genre de possibilités à l'avenir, on verra. Alors, moi, c'était une petite question par rapport à la trilogie, et notamment le fil rouge qui la lie, à savoir Theodore Bauer. Pourquoi vous avez choisi cette icône du cinéma, qui est pour moi l'incarnation de la première femme fatale, et pourquoi avoir choisi... Excusez-moi, peut-être que tout le monde a compris, j'ai pas entendu, s'il vous plaît, juste répétez. Pourquoi avoir choisi cette icône du cinéma? Mais qui? Theodore Bauer. Ah oui, d'accord. Et pourquoi avoir pris un crocodile pour l'illustrer? C'est vraiment, ce personnage, c'est vraiment le sex symbole originel, presque le stéréotype du sex symbole américain à Hollywood. Et dans le film, tous les animaux qui font partie de sa ferme, ils ont tous été nommés à partir de ces stars de cinéma préférés. Tous les noms viennent de là, et voilà, ça a été le point de départ de tout ça, et c'est la raison pour laquelle il y a ce crocodile. Et, enfin voilà, tout est parti de ça. Je voulais quelque part rendre hommage, même si c'est pas vraiment le bon terme, au film que moi-même je regardais quand j'étais jeune. En tout cas, j'ai voulu faire avec X, puisque là on va parler surtout de la trilogie X, faire en sorte que ce soit une trilogie qui ressemble que ce soit une trilogie au final, en tout cas un film qui ressemble à ce que moi je voulais voir lorsque j'étais jeune. Je regardais beaucoup de films d'exploitation, donc des années 70, cinéma américain underground des années 70, et c'était des films qui avaient des mérites, des films qui étaient intéressants à bien des niveaux, mais sur le fond, parce que sur la forme, c'était pas très bon. Ils n'étaient pas très bons, les films en question. Quand on voyait ce genre de film, on se posait pas la question, par exemple, du cadrage. On se disait pas « Oh, le cadre, il est vachement bien, je vois très bien pourquoi il a mis la caméra ici. » Non, en fait, personne ne savait pourquoi ils avaient mis la caméra ici. Il l'avait mis ici parce que tout était un petit peu fait, pas au hasard, mais presque. Et moi, je voulais faire un film avec ces thèmes-là, beaucoup de sexualité, mais également tous les thèmes aussi plus profonds en termes de sexualité. La sexualité, par exemple, refoulée, tout ce genre de thèmes, je voulais les traiter, les faire voir, mais avec un véritable langage cinématographique un petit peu comment dire, exigeant. Donc vraiment essayer de redorer un petit peu le blason de ce genre de thème et de ce genre de cinéma en le réalisant de la meilleure manière possible. Et voilà, donc encore une fois, vraiment, oui, visuellement, rendre hommage à ce genre de film en le filmant différemment et à ce genre de thème, donc la sexualité, en la filmant différemment. Bonjour, je voulais vous remercier pour la manière que vous avez de faire des films, pour votre amour du cinéma, qu'on peut ressentir soit à travers l'équipe de tournage dans X, soit à travers le rôle du projectionniste dans Pearl. Et j'avais plein de questions auxquelles vous avez déjà pu répondre lors de la masterclass. Je voulais savoir si vous connaissiez le cinéma de Gaspard Noé, si vous aviez vu des films de lui, et si vous aviez des films que vous aimiez, et quelle serait votre préférence si vous avez vu dans sa filmographie. C'est amusant que vous me parliez de Gaspard Noé, nous dit-il, parce que j'étais avec lui il y a 2 jours à Paris. Et oui, évidemment, oui, c'est un très grand réalisateur, un très grand cinéaste. Et lui, c'est vraiment l'exemple même du cinéaste qui s'attaque à des sujets
les sujets dont on est en train de parler depuis 2 heures, donc le sexe, la violence, etc., mais qui s'y attaque d'une manière tout à fait nouvelle. Et encore une fois, lorsque lui filme un plan, une séquence, n'importe quoi, on peut vraiment se poser les questions pourquoi il a mis sa caméra à cet endroit-là, et on comprend que s'il l'avait mise même 2 cm plus loin, ça aurait été complètement différent. Tout est très réfléchi. Il a une exigence de la forme qui est très très claire et très visuelle. C'est un authentique réalisateur, mais qui s'attaque à des thèmes qui me sont chers, j'imagine, à beaucoup de gens ici. Et c'est effectivement quelqu'un dont je me sens très proche. Et encore une fois, j'étais tellement proche que j'étais avec lui il n'y a pas très longtemps. Et pour rebondir sur Gaspard, comme vous, c'est un indépendant. Il monte, il tourne, il écrit ses scénarios, il cadre aussi, et il n'a jamais été récupéré par les gros studios. Et si vous le savez, ou je ne sais pas si vous savez, mais il n'a jamais été, en 30 ans, nominé pour le moindre César, ni ses acteurs. Il est complètement oublié par les professionnels de la profession. Yeah. Question ? Bonjour. Alors, dans la trilogie X, vous abordez le sujet de la recherche de la célébrité et où ça peut vous mener. Est-ce que dans votre carrière, ce sujet vous a touché et de quoi vous êtes-vous inspiré pour parler de ce sujet dans la trilogie? Je crois que c'est un thème qui parle à beaucoup de gens, en fait. Je crois que c'est un thème qui parle à beaucoup de gens. Faire des films, vous savez, c'est quelque chose... C'est quelque chose pour beaucoup de gens qui paraît complètement inaccessible. Faire des films ou être une star de cinéma, ou être une star tout court, ou être une rockstar, que sais-je, c'est quelque chose qui, pour la grande majorité des gens, paraît vraiment être comme décrocher la lune, quelque chose auquel on ne pourra jamais atteindre. Et lorsqu'on a en soi, croit suffisamment en soi, qu'on se dit qu'on peut devenir une star, un chanteur, un acteur, etc., eh bien on est obligé de se confronter aux doutes immenses qu'il y a à la fois en nous, mais également aux doutes que l'on rencontre dans toutes les personnes à qui on en parle, dans toutes les personnes de notre entourage, dans toutes les personnes qui se dressent un peu comme des obstacles sur nos chemins. Et aujourd'hui, c'est vrai, méditer, on a la sensation que tout le monde, quasiment, a envie de devenir une star, et bien souvent pour de très mauvaises raisons. Qu'on a envie d'être connu pour être connu. Et c'est très étrange, c'est très bizarre. Et Maxime, c'est un personnage qui se dit, si en faisant ça ou en faisant ça, je peux atteindre tel statut, alors je vais y aller. Et c'est peut-être pas la meilleure chose à se dire, c'est peut-être pas le meilleur chemin à emprunter, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le film que j'ai fait ne la juge pas. Les spectateurs peut-être, mais le film ne la juge pas. Il fait voir ce qu'elle fait, il fait voir son chemin, mais il ne la juge pas. Et voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'étonnant, d'étrange, mais qui est aussi tout à fait réel, cette espèce de recherche de la gloire, d'une certaine vanité quelque part, qui est effectivement un thème très intéressant. Et je crois que cette rencontre est terminée. On va arrêter là et va remercier monsieur Ty West. Ty West. Merci beaucoup. Thank you.